Aujourd'hui, pour commencer cette nouvelle année, j'avais envie de revenir sur le parcours d'un comédien connu de presque tous les Français. Parce qu'il représente pour moi plusieurs courants cinématographiques ainsi que plusieurs contextes sociaux et historiques qui sont plutôt bien représentés dans les rôles qu'il interprétait. Mais aussi parce que sa figure de grand homme est souvent instrumentalisée par la droite pour toujours détruire le cinéma français d'aujourd'hui. Selon eux, on n'en fait plus des comme lui et dans chaque film, il incarnait parfaitement la France et ses valeurs d'homme viril. Ses prises de parole me font souvent beaucoup rire quand on sait qui était réellement cet homme, ce qu'il a fait dans sa vie, les choix qu'il a fait comme acteur au cours de sa carrière, mais aussi en parler va me permettre de démystifier la figure symbolique pour plutôt parler d'un homme à sa juste échelle. C'est le meilleur moyen pour moi de clairement vous expliquer aussi pourquoi il est considéré comme un acteur du peuple, comme on le dit souvent. Et cet acteur, vous l'aurez deviné, il s'agit de Franck Dubosc. Non, c'est pas le bon script, il s'agit de Jean Gabin. Jean Gabin naît en 1904 dans le 9e arrondissement de Paris. Fils d'un tenancier de café et d'une plumassière, il passe son enfance en campagne avant de commencer des petits boulots. Entre magasinier, cimentier ou garçon de bureau, il finit par vouloir suivre les traces de son grand-père et devenir conducteur de locomotive à vapeur. Mais son père, qui était aussi comédien d'opérette, tient à ce que son fils travaille dans le monde du spectacle. C'est ainsi qu'à 18 ans, Jean Gabin se lance dans une petite carrière de music-hall et de chanteur d'opérette. Voici par ailleurs un extrait de l'époque. Je n'ai pourtant que des soucis et décevants, et c'est vexant. Son petit succès va lui valoir quelques premiers rôles dans des courts-métrages de l'époque avant de réellement commencer à percer à partir de 1930 avec le long-métrage Chacun sa chance qui est un des premiers films français parlants. La suite, on la connaît. Mais pour s'arrêter plus précisément sur ses rôles et ses positions politiques, il est important de comprendre aussi le contexte dans lequel s'inscrit Jean Gabin quand il commence à rentrer dans le cinéma. Car celui de 1930 n'est pas le même que celui de 1970 ou de 2020, car il est principalement dominé par des auteurs très dénonciateurs du régime pendant l'entre-deux-guerres. De plus, la période des années 30 est fortement marquée en France par des courants de grève qui parcourent le pays. Et il y a évidemment aussi la montée du fascisme en Allemagne et en Italie, massivement dénoncé par les communistes et les socialistes de l'époque. À la suite d'une réaction militante de 1934, le Front Populaire, une coalition politique de gauche, remporte une majorité des sièges en 1936 et soutient le mouvement de grève dans les usines de la même année. De ce pouvoir politique vont apparaître d'importantes réformes sociales, comme une réduction du temps de travail et la création de 2 semaines de congés payés, pour ne citer que ces exemples. Jean Gabin, dans ses mouvements et ce contexte, soutient les grèves et fait corps avec la classe prolétaire. Même s'il n'est pas un profond militant, il participe notamment à la création en 1938 d'un comité du cinéma français pour l'aide aux enfants. Un comité constitué dans l'urgence pour assurer la subsistance d'une 50aine d'enfants espagnols réfugiés en France. Jean Gabin soutiendrait donc l'immigration. Ce serait un woke. Ce début de parcours lui fait donc rencontrer plusieurs grands cinéastes de l'époque, tous à forte tendance communiste. Jean Renoir par exemple, qui soutiendra l'antifascisme, ou encore Jean Grémillon, communiste et cégétiste qui fit partie du comité de libération du cinéma français après la guerre. Ces réalisateurs lui feront jouer des rôles qui vont très vite le représenter pour beaucoup de gens et beaucoup d'ouvriers, comme l'incarnation du peuple prolétaire de France. Quelques exemples pour illustrer ce propos parmi tous les films dans lesquels il a tourné. Il campe un ouvrier au chômage dans La Belle Équipe, réalisé par Julien Duvivier, un brigand vivant dans une pension délabrée dans les bas-fonds de Jean Renoir, un soldat français emprisonné dans La Grande Illusion qui met en avant la désertion, un mécanicien de locomotive dans La Bête Humaine, toujours de Jean Renoir, un sous-officier dans Gueule d'amour, un remorqueur de bateau infidèle dans Remorque, qui sont 2 films de Jean Grémillon, un déserteur dans Le Quai des Brumes de Marcel Carnet, réalisateur pour le coup plus éloigné de la gauche de l'époque mais ancré aussi dans ce front populaire. Dans la plupart de ces films, il n'est pas question de mettre en valeur un métier qui est aujourd'hui fantasmé par certains, mais bien de représenter une misère qui amène chaque intrigue vers un destin funeste. La plupart des histoires s'articulent souvent autour d'un même schéma narratif, à savoir une histoire d'amour idyllique qui vient perturber le personnage principal dans sa quête de reconnaissance. Et très souvent, cela vire à la pure tragédie. Mais même si les intrigues sont souvent un peu les mêmes, la mise en scène des cinéastes reflète le contexte dans lequel ils se trouvent. Dans La Bête Humaine par exemple, le conducteur de locomotive fait face à des hiérarchies de pouvoir qui contraignent l'histoire qu'il a avec la femme de son patron, en plus de souffrir d'une curieuse démence. Dans Remorque, l'infidélité et l'aveuglement et sa surcharge de travail emportent la femme qu'il aime. Dans Les Bas-fonds, qui est un de mes préférés de l'époque, on met en avant la misère de gens abandonnés par la société au travers d'une intrigue qui n'hésite pas à jouer avec la tragédie pour parfois livrer un peu de légèreté et de situations loufoques, à l'instar de ce baron ruiné que rencontre le personnage de Jean Gabin qui finit par vivre avec eux en fuyant une vie mondaine
triste et sans avenir. La plupart des films français de cette époque s'ancrent vraiment dans cette volonté de mettre en lumière une misère et un humanisme derrière ces gueules cassées et oubliées, ainsi que tout ce que la surcharge de travail leur empêche de faire. Jean Gabin incarne donc cette image-là et devient très vite une star française et enchaîne les projets, parfois oubliables mais parfois très grands. Mais quand la Seconde Guerre mondiale éclate et que les nazis s'emparent de Paris, l'industrie cinématographique subit un contrôle très fort. La Continentale, une boîte de production et de distribution créée pendant l'occupation, s'occupe de distribuer et de sortir les films français. Par conséquent, beaucoup subissent des censures et il faut respecter un protocole pour pouvoir sortir son film en salle. Certains cinéastes, acteurs et actrices acceptent de travailler sous le contrôle de la Continentale, ce qui leur vaudra pour certains à la fin de la guerre des condamnations pour collaboration. Condamnations qui seront d'ailleurs nuancées par le fait que certains n'avaient pas le choix. C'est un autre sujet. Dans le cas de Jean Gabin et d'autres cinéastes communistes, ils refusent de travailler pour l'ennemi. Ils s'exilent donc vers les États-Unis. Là-bas, Jean Gabin entame une petite carrière américaine et continue notamment de tourner avec Julien Duvivier. Seulement, cette situation qui est très confortable le gêne beaucoup au vu de ce qu'il se passe en France. Pendant le conflit, il s'engage donc dans l'armée et connaît l'épreuve du feu, dans la poche de Royan, mais aussi en Allemagne. Cet engagement lui vaudra plus tard plusieurs médailles, mais aussi un laps de temps sans tourner de film. À la fin de la guerre, Jean Gabin est précocement vieilli. Cheveux blancs et grosses rides de fatigue, il peine à reprendre le métier une fois revenu en France. La plupart des cinéastes avec qui il travaille ont des complications. Jean Renoir reste aux États-Unis jusqu'en 1953, Jean Grémillon souffre d'annulation de projets pour des raisons économiques, Marcel Carnet ne retrouve plus l'élan de l'époque du Front populaire. L'acteur va donc subir une traversée du désert qui va considérablement le vieillir. Pour autant, même si l'époque a changé, que la France est ruinée par la guerre, son statut de syndicaliste le fait tenir et quelques rôles au cinéma restent des succès. Le film Au-delà des grilles, par exemple, sorti en 1949 et réalisé par René Clément, où il campe un homme fatigué de la vie, ou bien en 1956 avec Jean sans importance, où il joue un routier usé du travail. De même dans La nuit est mon royaume, en 1951, où il interprète de nouveau un mécanicien de locomotive gravement blessé pendant son travail. Jean Gabin continue de représenter une certaine classe prolétaire qui est épuisée par la guerre. En 1946, les accords Bloom-Burns sont signés. Ces accords autorisent le marché du film américain à occuper près de 60% des salles françaises au détriment du cinéma national, ce qui amène aussi des restrictions économiques. Elles affectent une industrie qui n'est pas considérée par le pouvoir comme prioritaire alors qu'elle concerne énormément de travailleurs. Les conséquences sont considérables. De 1946 à 1947, la production nationale passe de 94 à 72 films sortis. En 1947, le chômage ne cesse de croître. Il est dû à la réduction du nombre de films produits, mais également à la baisse de l'ambition économique des productions françaises qui s'adaptent aux difficultés d'amortissement provoquées par la restriction de leur marché premier. Les productions compriment aussi les durées de tournage, la moyenne passant de 11 à 9 semaines, et réduisent les équipes. Courant 1948, le comité de défense du cinéma français annonce qu'il y a 70% de chômage dans l'industrie cinématographique, toutes professions confondues. Alors, si je vous raconte tout ça, c'est que ces événements qui ont failli faire couler le cinéma français ont été sauvés par des mouvements massifs de protestation initiés par la CGT, ainsi que de grèves au sein de plateaux de tournage. En 1948 a lieu une célèbre manifestation immortalisée par cette photo assez connue, une manifestation qui fut accompagnée par des célébrités de l'époque qui soutenaient les travailleurs et appelaient à une renégociation des accords pour continuer à produire librement un cinéma admiré du monde entier. Parmi les célébrités, Jean Gabin était syndiqué au bureau V, un syndicat qui représentait les acteurs, favorisés comme défavorisés, et qui luttait aussi aux côtés des travailleurs et travailleuses. Jean Gabin continuera à soutenir les grèves et les mouvements ouvriers, se sentant très proche des techniciens de plateau de tournage, et ces importants rassemblements ont permis un allègement des négociations, même si depuis cette année-là, on le sait, les États-Unis ont massivement infiltré le cinéma français dans les salles. Comme quoi, vous voyez bien que ça ne date pas d'hier, cette histoire. Mais bref, dans ses revendications, Jean Gabin a donc un moment très militant de 1946 à 1949. Il continue donc de tourner des films en faisant attention, selon certaines anecdotes, à ce que chaque technicien soit bien payé par la production pendant le tournage. Et il participa aussi au maintien des ciné-clubs, un procédé créé dans les années 20 qui consiste à réunir des gens de tous bords et de toutes classes pour regarder des films du patrimoine. Non seulement Jean Gabin est un woke, mais en plus c'est un gauchiste. Dur, hein?
La suite de son parcours est intéressante au vu de la façon dont on va percevoir Jean Gabin et les rôles qu'il interprète. Son côté vieillissant précoce dû à la guerre l'éloigne de plus en plus des rôles plus jeunes, proches du peuple, pour interpréter des personnages un peu plus bougons et patriarches ou un peu drôles. C'est le début de ce qu'on appelait le cinéma de papa à l'époque, en raison d'une tendance gaulliste vieillissante. Dans les années 50, il y a une rencontre décisive, celle de Gilles Grangier, réalisateur assez productif avec qui il va beaucoup tourner. Cette rencontre amène Jean Gabin à croiser le chemin d'un célèbre dialoguiste de l'époque qui va devenir son ami, Michel Audiard, avec qui il va collaborer sur une dizaine de longs métrages, dont 6 ou 7 sont réalisés par Gilles Grangier en très peu de temps. C'est là que ses personnages commencent à changer. Au début camionneur dans le film Gasoil ou bien mécanicien dans La Vierge du Rhin, il devient gangster déguisé en garagiste dans Le Rouge et Mis, ancien débardeur devenu riche dans Le Sang à la tête, un inspecteur de police dans Le Désordre et la Nuit, et s'oriente ensuite vers des comédies typées vaudeville comme Archimède le Clochard, où il campe un joyeux luron SDF. Le cinéma de Gilles Grangier, bien qu'il fût très intéressant de par certains portraits représentatifs d'une époque, sont en réalité assez répétitifs et enfoncent un peu Jean Gabin dans un jeu un peu plus linéaire. Plus que le cinéaste lui-même, c'est surtout Audiard qui use d'une recette qui marche presque à chaque fois. Même si ces personnages peuvent garder un côté prolétaire, l'idée est bien plus d'en rire sans forcément méchanceté, mais pour standardiser un mode de film qui fonctionne et qui n'appelle pas forcément à une fin pessimiste comme ce fut le cas dans l'époque de l'entre-deux-guerres. Bien sûr, son parcours avec le cinéaste n'est pas le seul, puisqu'il joue aussi pour le réalisateur Henri Verneuil dans le très sympa Un singe en hiver, où il joue aussi un homme bougon, ou bien un homme d'État dans Le Président. Seulement, la sauce Grangier perd vite son succès au début des années 60. Et si Henri Verneuil ou encore Denis de la Patelière continuent de faire des films avec Jean Gabin en le plaçant toujours dans des rôles assez similaires, une rupture historique apparaît, l'arrivée de la nouvelle vague. En effet, l'époque de la fin des années 40 jusqu'à la fin des années 50 confine le cinéma français dans un mode de production très coûteux et qui se standardise de plus en plus. Les tournages ont lieu majoritairement en studio, avec de très grosses caméras, un paquet de matériel et des vedettes à n'en plus finir avec des intrigues souvent très académiques. C'est alors que de jeunes critiques pointent le doigt sur ce problème. Le cinéma n'est accessible que pour les cinéastes déjà bien installés et riches. Le mouvement de la nouvelle vague apporte un vent frais à l'industrie en prouvant qu'il est possible de faire des films et des œuvres qui cassent les codes standards et avec très peu d'argent. Fini les intrigues linéaires amoureuses, fini les studios, place à l'authenticité de l'extérieur, au montage plus chaotique, aux récits différents, bref, place à une meilleure vision de l'époque et de la jeunesse qui ne s'y retrouve plus. À ce moment-là, Jean Gabin est perçu comme appartenant à un cinéma révolu. Et il est difficile pour l'acteur d'accepter le constat suivant. Il vieillit. Et son embourgeoisement, autant personnel que fictionnel, le rend très austère du point de vue de cette bande de jeunes cinéastes qui plaident un renouvellement du cinéma français. Ses prochains films au courant des années 60 sont donc mitigés entre succès et échec, mais rentrent dans cet académisme peu original, comme Linge ingrat, du Rififi à Paname, Le Tatoué, Le Gentleman d'Epsom, et toujours avec les mêmes cinéastes qui ne prennent pas vraiment de risques. Cette période est donc très troublante pour Jean Gabin. Il se cherche une nouvelle place tout en étant en partie rejeté et considéré comme appartenant à un cinéma mourant, et tout en continuant les tournages bien payés pour se garantir un certain confort. Il lui est même reproché son ton monolithique dans ses rôles à répétition. Et là-dessus, il fut dit lors d'une conférence réservée à la filmographie de Jean Gabin, les réalisateurs de la nouvelle vague ne voulaient pas de lui et l'identifiaient à ce cinéma de qualité qui avait fait son temps, alors même que Gabin aurait souhaité tourner avec quelqu'un comme Chabrol. Quant au jeu monolithique, il apparaît en même temps que ce cinéma de papa lorsque Gabin fait son Gabin. En fait, dès lors qu'il s'embourgeoise, Gabin devient un peu monolithique. Il s'installe dans le plan comme s'il se glissait dans des charentaises, mais cela ne concerne vraiment que la toute fin de sa carrière. Et c'est une chose qui arrive à énormément d'acteurs. Et c'est effectivement souvent le triste destin de stars de cinéma qui développent malgré eux une espèce de symbole ou de mythe pour des citoyens français. Mais ce ton est intéressant dès lors qu'on se rappelle que Jean Gabin n'a jamais vraiment voulu être acteur, car il fut forcé par son père à la base. C'est d'ailleurs pour ça que son génie dans ses ruptures de jeu sont particulièrement prenantes et effrayantes. Dans l'entre-deux-guerres, avec de puissants moments dans les films de Jean Renoir, Jean Grémillon, Julien Duvivier. Dans la conférence, il est notamment dit ceci concernant sa fin de carrière. On peut dire que Jean Gabin est un homme qui a toujours été coupé en deux, entre son nom de scène, ce Gabin qui lui vient de son père, et son vrai nom, Jean Moncorgé. Quand on se penche sur sa vie, on se rend compte qu'il n'a jamais renoncé à être ce Jean Moncorgé. Tout petit, il rêvait d'avoir une ferme bien à lui, et ce rêve se réalisera parallèlement à sa vie d'acteur. Gabin est deux, et c'est ce qui explique certainement ses erreurs stratégiques à la fin de sa carrière. Il a la tête ailleurs, et à partir des années 50, l'acteur est aussi propriétaire terrien. Ce qu'il gagne avec le cinéma sert principalement à faire vivre son domaine agricole. Cela compte autant, voire sûrement plus que sa carrière d'acteur, et ce sont deux choses qui fonctionnent mal ensemble, qu'il est difficile de faire cohabiter, le confort du propriétaire terrien
et les risques et échecs inhérents au métier d'acteur. Cependant, ces quelques derniers rôles importants dessinent un portrait nostalgique et un peu réactionnaire d'un rejet d'une transformation de la France. Dans Mélodie en sous-sol en 1963, les nouvelles barres d'immeubles l'empêchent de retrouver le pavillon du personnage principal. De même pour Le Chat en 1971, qu'il considère lui-même comme son meilleur film d'après-guerre, où le couple incarné par Signoret et Gabin vit dans un pavillon qui a vocation à être détruit pour faire place au quartier de la Défense, à côté de Paris. Ce film représente parfaitement l'époque, et on comprend pourquoi Jean Gabin estime que c'est la meilleure œuvre dans laquelle il a joué depuis 1945. Déjà, il est réalisé par Pierre Granier-Defer, un réalisateur ayant marqué sa forte opposition à la nouvelle vague. Il a été pendant une dizaine d'années assistant réalisateur pour des cinéastes de l'époque des années 50, et donc il souhaite continuer ce cinéma de facture traditionnel. Mais ce que je trouve assez intriguant, c'est que Le Chat, que je considère vraiment comme un très bon film, s'échappe justement de ce classicisme pour laisser place à une mise en scène plus extérieure et surtout beaucoup plus silencieuse. Alors que Jean Gabin avait souvent pour manie depuis 15 ans d'avoir des scénarios et des dialogues presque écrits rien que pour lui. Mais le côté nostalgique d'une époque révolue est évident. Le film s'ouvre sur une alarme d'ambulance qui déambule dans un quartier détruit par les travaux. La caméra filme des grues, des camions, des ouvriers au second plan, ce qui est d'ailleurs intéressant à une époque où Gabin jouait des ouvriers et se retrouve ici spectateur de cette nouvelle génération de travailleurs qui détruisent le quartier qu'il avait tant aimé avec son épouse. Elle filme aussi de très hautes structures, des maisons traditionnelles détruites, le ton est clairement donné. Et le film ne va pas lésiner sur ça. Les plans en extérieur montrent un village grisâtre, en pleine transformation, où les bruits de perceuses et de démolition couvrent absolument tout le reste. Les travaux dominent chaque plan en extérieur, et le petit pavillon de Gabin et Signoret est montré comme abandonné et misérable. Quelques interactions entre Jean Gabin et la jeunesse marquent aussi le changement dans les mœurs. C'est très court dans le film, mais c'est très représentatif. Dis donc, elle est bête ta moto. Moi en 34 j'en avais, je l'ai monté à 160 sur la piste du Bourget. C'est un avion? Non mon bonhomme, c'est une Harley Davidson. Et celle-là c'est une quoi? Honda 750. C'est une quoi? Honda 750, japonaise. Le réalisateur et les deux comédiens ne s'y retrouvent plus du tout. La recherche du bonheur va être dans les souvenirs, mis en scène de façon très brève et légère, et toujours dans une nature verdoyante. Le couple garde le pavillon malgré un avis d'expropriation et conserve de vieux journaux des années 50. D'ailleurs, la musique du film n'est autre qu'une réadaptation du temps des souvenirs. Bref, tout est porté sur une nostalgie qui est un peu idéalisée, et sur le fait que le présent n'a plus rien à offrir de joyeux. Le ton est clairement réactionnaire, mais j'aime beaucoup comment le film assume finement cette position, en faisant du personnage de Jean Gabin un homme conscient de son décalage avec le monde, et conscient qu'il est devenu et vu comme un vieux con, et qu'il s'en fout. Ce qui crée un paradoxe d'ailleurs avec sa femme, qui cherche encore de l'espoir et de l'amour, dans un corps qui n'en a plus l'énergie. Le Chat ne peut pas mieux montrer le visage fatigué et perdu de Jean Gabin, qui appartient à un cinéma du passé qui fut de grande qualité, mais que le monde semble ne plus vouloir. Et tout cela s'illustre dans le film par ses longues séquences sans dialogue, ce regard d'une grande tristesse qui se reflète aussi dans celui magnifique de Simone Signoret, mais aussi dans l'idée du couple qui n'arrive plus à montrer qu'ils s'aiment, et dans l'impuissance de voir le monde et une époque se transformer. C'est un film qui est assez pessimiste sur l'avenir, qui contraste beaucoup avec la jeunesse de Jean Gabin, mais qui est très logique au vu de sa situation à ce moment-là, mais aussi au vu de la position du réalisateur. La réalité est que toute époque subit une transformation, qu'il y avait dans la jeunesse de l'acteur déjà des personnalités regrettant une époque, et que tout ça est cyclique dans l'histoire. L'avenir du monde et du cinéma français a fait naître des cinéastes de génie qui brillent dans le monde et au cœur de la France, qui fut toujours un grand pays en matière de cinéma. C'était mon petit moment nationaliste. Jean Gabin meurt en 1976, des suites d'une leucémie à l'âge de 72 ans. C'est un parcours atypique qu'il laisse derrière lui, très représentatif des divers contextes sociaux, historiques et culturels dans lesquels il a vécu. Et malgré ces nombreux bouleversements et les changements de mœurs qui lui ont valu une carrière plus fragile dès la fin des années 50, Jean Gabin fut toujours un produit d'appel pour les gens qui remplissaient les salles obscures pour le voir. Dans le documentaire Voyage dans le cinéma français de Bertrand Tavernier en 2016, ce dernier affirmait que Jean Gabin se considérait comme un enfant du Front populaire. Et je pense qu'on ne saurait, au fond, lui donner tort. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, mais il serait temps je pense que ceux qui bandent un peu trop sur Jean Gabin pour parler de vieux cinéma français qu'on n'a plus, regardent réellement les films et s'instruisent. Je pense que ça leur ferait du bien. En tout cas, n'hésitez pas à partager la vidéo si ça vous a plu, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon Twitter, à jeter un coup d'œil à mon Tipeee, et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!